Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour la deuxième partie du cours d'histoire de première, la Révolution française et l'Empire, une nouvelle conception de la nation. Donc pour rappel, le 22 septembre 1792, la nouvelle convention proclame la République. La souveraineté appartient désormais uniquement à la nation. Donc grande 2, la nation déchirée 1793-1799. Comment expliquer les conflits et les débats qui traversent la nation et la radicalisation du processus révolutionnaire. Grand A, la République divisée, 1792-1793. La Convention nationale, élue en septembre 1792, comprend des groupes politiques rivaux. Les Girondins, regroupés derrière Jean-Pierre Brissot et des élus de la Gironde, forment la droite de la nouvelle Assemblée. Ils sont attachés aux principes de 1789, mais se méfient du peuple. Les Montagnards regroupent les élus de Paris et siègent en haut de la tribune. Ils sont plus proches des sans-culottes, à l'image de Danton, Robespierre ou Marat. Pour obtenir la majorité absolue, les deux groupes ont besoin de la plaine, qui siège en bas de l'hémicycle. Le procès du roi, dans l'hiver 1792-1793, est l'illustration de ce reclassement des groupes politiques. Les Girondins donnent l'impression d'hésiter à punir le roi, de le protéger, renforçant la méfiance des sans-culottes, tandis que les Montagnards recourent à des principes plus clairs. Louis XVI est légalement jugé comme le souhaitaient les Girondins, et le 21 janvier 1793, il est condamné à mort à une courte majorité et guillotiné. L'exécution du roi suscite une grande émotion. Les souverains d'Europe forment une coalition armée contre la République. En Vendée, les paysans refusent la levée en masse et se soulèvent au nom du roi et de la religion. Les modérés sont accusés de favoriser ces résistances. La nation au pouvoir se divise et la Révolution entre dans une nouvelle phase. La radicalité montagnarde donne du sens à ces événements en systématisant la rupture entre partisans et opposants à la Révolution. Les clivages s'approfondissent. Les sans-culottes deviennent une force plus autonome avec des meneurs nationaux et des militants locaux. Dans ce contexte, une de guerre civile, la Convention forme un comité de salut public, en mars 1793, pour coordonner les mesures de défense. Il est doté des pleins pouvoirs pour un temps limité et placé sous le contrôle de la Convention. À Paris, les sans-culottes exigent des mesures plus radicales pour défendre la République. Le 2 juin 1793, ils obligent la Convention à faire arrêter les Girondins comme Brissot ou Jean-Marie Roland qui voulaient juger les meneurs. Le pouvoir tombe aux mains des Montagnards qui doivent faire face à la révolte fédéraliste dans les départements fidèles aux Girondins. La Convention demeure le lieu de la légitimité, mais les sans-culottes possèdent la force armée indispensable à la défense de la nation. L'appel à la radicalité est d'autant plus grand que les menaces sont réelles. L'Ouest échappe au contrôle de la Convention et l'Europe est en guerre contre la République. Marat est assassiné chez lui par Charlotte Corday, une républicaine qui dénonçait la violence arbitraire, mais dont la mémoire a parfois fait une royaliste. Le mouvement fédéraliste s'effondre sur lui-même, sauf à Lyon, Marseille et Toulon, où il bénéficie d'éléments contre-révolutionnaires, mais il est utilisé par les montagnards et les sans-culottes pour justifier les mesures répressives. Paris apparaît comme la citadelle révolutionnaire, combattant contre les ennemis intérieurs et extérieurs. Grand B, la logique de la terreur ou l'impossible unité de la nation, 1793-1794. Majoritaires à la Convention, les montagnards font adopter le 24 juin 1793 la Constitution de l'an 1, qui établit une république démocratique en instaurant le suffrage universel direct et une nouvelle Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui affirme l'égalité comme un droit naturel. Mais l'instabilité rend son application impossible et elle est suspendue. Le gouvernement est déclaré révolutionnaire jusqu'à la paix. Le 5 septembre 1793, le comité de salut public, dominé par Robespierre, accepte la création d'une armée révolutionnaire sous le commandement des sans-culottes. C'est le début de la terreur. Le comité de sûreté générale fait appliquer les mesures d'exception. Loi des suspects, nouvelle levée en masse, loi de contrôle des prix pour assurer l'approvisionnement en grains, réorganisation de l'armée, école pour former les élites. Le pouvoir parisien est relayé en province par les représentants en mission et des comités de surveillance. La violence se déchaîne contre toute forme d'opposition, les prêtres réfractaires, l'insurrection vendéenne qui fait 100 000 morts, la révolte fédéraliste. Le tribunal révolutionnaire procède à 17 000 exécutions. À la fin de 1793, la situation s'améliore. Les montagnards se divisent avec l'apparition du courant des indulgents qui souhaitent arrêter la terreur. Mais ceux-ci, comme Danton, sont guillotinés à leur tour. Robespierre renforce son pouvoir au sein du comité de salut public et s'enferme dans une dictature personnelle. À l'extérieur, la victoire de Fleurus aux Pays-Bas contre les Autrichiens en juin 1794 marque la fin de l'invasion.
Les lois de Prairial réorganisent la justice. C'est le tribunal révolutionnaire de Paris qui sera chargé de poursuivre les contre-révolutionnaires de tout le pays. Cette centralisation politique apparaît comme une menace. Une conspiration se noue à l'Assemblée contre Robespierre. On lui reproche aussi la mise en place du culte de l'être suprême, destiné à remplacer la déchristianisation et la reconnaissance de l'immortalité de l'âme par la Convention. Le 27 juillet 1794, 9 thermidor en 2, Robespierre est déclaré hors la loi. Il est arrêté et exécuté avec ses partisans. Cet événement est perçu comme la sortie de la terreur. Thermidor est en réalité une rupture plus mythique que réelle, car la stabilisation avait commencé au printemps 1794. Grand C, la République confisquée, 1794-1799. Après la mort de Robespierre, la Convention est dominée par des modérés comme Boissy d'Anglas ou les thermidoriens, souvent issus de la plaine, qui restaurent momentanément la stabilité. Ils mettent fin à la terreur avec l'abrogation de la loi des suspects, le rétablissement du libéralisme économique et la fermeture du club des Jacobins. Ils votent une nouvelle constitution en septembre 1795 qui donne naissance au Directoire. Le pouvoir législatif est confié à 2 conseils, les anciens et les 500. Le pouvoir exécutif à 5 directeurs. Méfiants vis-à-vis du peuple, ils rétablissent le suffrage censitaire réservé à 30 000 propriétaires. La République paraît alors confisquée, laissant de côté une partie de la nation. Avec l'inflation et l'insécurité, la misère et les inégalités sociales se creusent. En 1796, l'État réprime les dernières insurrections populaires et en particulier celle de Gracchus Babeuf, qui souhaitait une république des égaux. En 1797, les royalistes semblent proches de prendre le pouvoir, mais avec le soutien de l'armée, le Directoire arrête les députés royalistes. La guerre continue et les succès militaires entraînent des conquêtes et la création des républiques sœurs qui sont contraintes de participer à l'effort de guerre. Le général Bonaparte, à la tête de l'armée en Italie, devient très populaire grâce à ses victoires. Il signe le traité de Campo Formio avec l'Autriche en octobre 1797. Le gouvernement se sent alors menacé par ce général populaire et l'envoie en Égypte pour couper l'Angleterre de ses relations avec l'Inde. La République des propriétaires reste fragile face aux royalistes et aux jacobins qui remportent des succès électoraux. Élu directeur en 1799, Emmanuel-Joseph Sieyès cherche un homme fort pour imposer une réforme. Il contribue au retour du général Bonaparte d'Égypte, qui, avec le soutien de l'armée, s'empare du pouvoir par un coup d'État le 9 novembre 1799. Il se pose alors en sauveur de la République. La Révolution a donc contribué à affirmer la nation, mais aussi à la diviser. Grand 3, l'ordre napoléonien ou la fin de la souveraineté nationale, 1799-1815. Comment stabiliser la Révolution ou comment concilier idées révolutionnaires et régime autoritaire. A. Un nouvel ordre politique, le césarisme. Le 13 décembre 1799, la Constitution de l'an 8 établit le consulat. Elle n'est précédée d'aucune déclaration des droits. Le nouveau régime conserve l'apparence d'une république avec ses symboles, mais le régime prévoit la concentration des pouvoirs dans les mains du premier consul, Napoléon Bonaparte, qui a aussi l'initiative des lois. Il s'agit de fait d'une restauration d'un pouvoir monarchique. Le pouvoir législatif est partagé entre 4 assemblées. Le suffrage universel masculin est rétabli, mais essentiellement utilisé pour des plébiscites comme l'approbation de la Constitution. En août 1802, Bonaparte va alors plus loin dans cette confiscation du pouvoir, en faisant adopter par les Français le consulat à vie. Le 2 décembre 1804, après le consulat à vie, c'est la proclamation de l'Empire et de l'hérédité de la dignité impériale. Comme les rois, l'empereur des Français est sacré et intronisé. Le sacre de Napoléon Ier est célébré à la cathédrale de Notre-Dame en présence du pape. Il organise autour de lui une cour impériale et constitue une noblesse d'empire. La souveraineté n'appartient alors plus à la nation. Napoléon reprend à son compte le césarisme, régime autoritaire inspiré de Jules César, en instaurant un pouvoir personnel et autoritaire tout en maintenant les apparences de la démocratie. En réalité, ce régime remet en cause le principe de souveraineté nationale proclamé en 1789. Napoléon Ier se pose en élément central de l'unité de la nation. B. Des principes révolutionnaires réaffirmés mais encadrés. Napoléon souhaite rétablir la paix civile et rapprocher les Français après les divisions de la période révolutionnaire. Pour les réconcilier, il entend réorganiser et encadrer la société en lui donnant des institutions fondatrices, les masses de granit. Le pouvoir est centralisé dans ses mains. Il désigne un préfet dans chaque département en mission élargie, représenter l'État, développer l'activité économique, surveiller la population, établir des rapports et des statistiques.
Il nomme aussi les juges. Les lycées et les universités sont créés pour fournir les cadres de cette administration. La Légion d'honneur récompense les mérites militaires ou civils. Les finances sont réorganisées avec la Banque de France, qui reçoit le monopole de la monnaie, tandis que le franc germinal est stabilisé. Le Code civil, mis en place en 1804, consacre l'organisation sociale, instituée en 1789 avec l'égalité devant la loi et le droit de propriété. Ce code fixe durablement les bases des relations sociales et impose une vision très autoritaire de la famille et des relations dans le travail. Cette réorganisation s'accompagne de la limitation des libertés. La liberté de la presse est supprimée en 1800, une police politique dirigée par Fouché est mise en place, un livret devient obligatoire pour les ouvriers, l'esclavage, aboli en 1794, est rétabli dans les colonies. Pour réconcilier les catholiques et les rallier, Bonaparte signe en 1801 un concordat avec le pape Pie VII. Le pape reconnaît la liberté de culte et proclame la religion catholique comme la religion de la grande majorité des Français. Les prêtres doivent prêter serment à l'État qui les paye. Les nobles sont appelés à revenir. C'est une large politique de réconciliation nationale. La stabilité politique et économique et les conquêtes assurent une grande popularité au régime jusqu'à la campagne de Russie. Grand C, l'échec de la grande nation. Les victoires entre 1802 et 1811 ont assuré à la France une domination quasi totale sur l'Europe continentale. La conscription est obligatoire en France depuis 1798 pour tous les hommes de 20 à 25 ans et les étrangers issus de 20 nations sont incorporés à la Grande Armée, composée de 2 millions d'hommes placés sous le commandement direct de l'empereur. Ses succès à Iéna, Eylau, Wagram donnent l'illusion d'une armée invincible. L'Empire élargi des républiques sœurs compte 130 départements, tandis que d'autres États deviennent des vassaux. Les trônes d'Espagne et de Naples sont occupés par des membres de sa famille. L'influence française se manifeste par l'adoption de codes civils. L'Angleterre reste en guerre, mais Napoléon espère la ruiner avec le blocus continental. En réalité, l'occupation française est rejetée et elle entraîne le réveil des nations européennes et des soulèvements populaires comme en Prusse, où Fichte et Arndt appellent à l'unité nationale, ou en Espagne. En mai 1808, Madrid se soulève contre la volonté de Napoléon d'imposer son frère Joseph. C'est le début d'une guerre qui durera jusqu'en 1814. En 1812, Napoléon se lance dans la guerre contre la Russie. Elle tourne à la catastrophe. La retraite de Russie de l'hiver 1812 coûte la vie à 450 000 hommes. La coalition européenne le bat ensuite à Leipzig en 1813. La France perd ses États vassaux et elle est envahie. Le 6 avril 1814, Napoléon abdique à Fontainebleau. Il est exilé sur l'île d'Elbe, tandis que le jour même, Louis XVIII, le frère de Louis XVI, est proclamé roi. Napoléon tente un retour en France et le 1er mars 1815, il débarque en Provence avec 800 hommes. Il est à Paris le 20 mars, ce sont les 100 jours. Louis XVIII s'enfuit et Napoléon reconquiert la France. Ses ennemis relancent la guerre. Le 18 juin 1815, il est définitivement battu à Waterloo. Il abdique une seconde fois. Il est alors déporté sur l'île de Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud, où il meurt en 1821. La France retrouve ses frontières de 1792 et compte 1 million de morts. Le rêve de la grande nation, né pendant les guerres révolutionnaires et poursuivi pendant les guerres impériales, ne résiste pas à la coalition des monarchies et à l'éveil des nations européennes. La période révolutionnaire a marqué une rupture profonde en France. Elle a permis l'éveil et l'affirmation de la nation souveraine, une nation basée sur les principes des Lumières et édictée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Révolution a tenté de l'unir et de l'intégrer, mais elle a aussi contribué à la diviser, jusqu'à ce que l'Empire consacre le retour à un pouvoir personnel qui a mis fin à cette souveraineté nationale. En Europe, l'occupation française a bouleversé la carte du continent et a permis l'émergence de deux grandes idées du XIXe siècle, le nationalisme et le libéralisme. C'est en particulier ce que nous étudierons dans un prochain chapitre consacré au Congrès de Vienne et à la Restauration. Merci et à très bientôt en classe. Created using Powtoon.